Maintenant, je vais vous demander d'accueillir le panel suivant, qui sera modéré, et je vous demande de l'applaudir, par Malik Diawara, responsable éditorial du Point Afrique, qui va prendre le relais. Mais déjà, je vais faire rentrer tous les panélistes. Madame Valérie Verdier, présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement. On va s'en occuper. On va s'en occuper, Yanis va s'en occuper. Je vous prie de vous installer. Mettez-vous au milieu, la place d'honneur. Je vous demande également d'accueillir Monsieur Pascal Asselin, cofondateur et directeur de Morpho, sous vos applaudissements. Allez-y. Je vous demande d'accueillir également Monsieur Thierry Dalmeida, directeur des programmes de formation de Semecity au Bénin. Et s'il est avec nous, Monsieur Papa Amadoussa, et il est avec nous, qui est le exécutif directeur de la mobilisation, des partenariats et de la communication de l'Agence française de développement. Cher Papa. Et maintenant, je tiens ma révérence et je passe le flambeau à Malik Diawara. Bonne session. Merci beaucoup. Merci Samir. Merci. Bonjour. Bonjour et merci à Samir Abdelkrim et à son équipe et à ses partenaires de nous convier à participer à cette édition 2023 d'Emerging Valley, placée sous le signe du croisement des destins numériques de l'Europe et de l'Afrique. La palisse n'aurait pas mieux dit. Aucun avenir n'est possible sans innovation. Et dans le tumulte géopolitique et géoéconomique que nous vivons en ce moment, l'Europe et l'Afrique ont intérêt à trouver un terrain d'entente pour poser les termes d'une co-innovation et d'un co-développement où chacune des deux sera gagnante. Aucun domaine ne doit être négligé. L'agriculture, l'éducation, l'industrie, la santé, la culture doivent entre autres être au centre de cette démarche dans laquelle la préoccupation climatique sera un facteur déterminant. Dans un tel contexte, la formation et la recherche sont les meilleurs outils pour permettre au capital humain de donner toute la mesure de ses capacités créatives au service d'un impact appelé à faire la différence dans l'échange des connaissances, la création de valeur autour du savoir, dans le respect des objectifs de développement durable et la promotion d'une approche collaborative de l'innovation. Alors vous me direz que le défi est immense, mais il n'est pas insurmontable. Donc pour nous permettre de le cerner, nous avons avec nous, Samir a fait les présentations tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Donc nous avons Valérie Verdier, PDG de l'IRD, Papa Amadoussa, qui est directeur exécutif en charge de la mobilisation des partenariats et de la communication de l'Agence française de développement, Thierry Dalmeida, directeur des programmes de formation et de recherche de Semecity, un pôle d'innovation international béninois, et enfin Pascal Asselin, cofondateur et directeur général de Morpho, entreprise qui vise une restauration forestière durable par l'utilisation de drones. Nous allons vite attaquer notre sujet. Première question. Madame, Monsieur, comment se présente ce défi de la co-innovation et du co-développement de votre poste d'observation et d'action par le prisme au cœur de notre sujet, c'est-à-dire les jeunes? Je commence par Madame Verdier.
D'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, par nature, je voudrais dire, l'IRD travaille sur les aspects de formation des jeunes, d'innovation, de la recherche, une recherche qui se veut très ancrée sur les territoires dans les pays dans lesquels on travaille, auprès des partenaires. Et c'est vraiment cet ancrage sur le temps long qui permet ensemble de co-construire les bonnes solutions, je dirais, les bons projets, ceux qui vont amener des solutions aux problèmes qui sont posés par des partenaires dans les pays, disons, les plus vulnérables. C'est là où l'IRD travaille. Cela, on le fait au travers de dispositifs. Très concrètement, ce sont des dispositifs qui portent sur donc qui nous permettent en tout cas de construire, de co-construire des projets de recherche ensemble. Des dispositifs qu'on appelle par exemple les laboratoires mixtes internationaux. C'est un investissement sur le temps long. J'insiste beaucoup sur ce temps long qui va s'opposer à une recherche, je dirais, qui ne s'opère pas justement sur un temps qui permette d'aller ensemble sur des solutions. Donc des laboratoires que nous co-construisons ensemble, c'est de la formation des jeunes. Donc on a investi beaucoup sur l'accompagnement en doctorat, en master, et puis à des niveaux aussi, je dirais, moins élevés dans l'enseignement. Donc on commence aussi dès le plus jeune âge avec des clubs jeunes, par exemple, dans les lycées, qui nous permettent donc d'aller toujours au plus proche des jeunes, des partenaires, et puis de construire ensemble donc une réflexion qui va permettre donc de préciser en tout cas quels sont les problèmes de terrain et quelles sont les solutions qu'on peut apporter par la recherche. Merci beaucoup. Papa Madouza, comment à l'AFD on voit le défi de la co-innovation et du co-développement? Merci Malik et merci pour la question. Comme l'a dit tout à l'heure Valérie, à l'Agence française de développement aussi. À l'Agence française de développement, la recherche et l'innovation est au cœur de nos activités. Pour avoir des projets sur lesquels les États, les collectivités locales ou les secteurs privés avec qui nous travaillons puissent avoir des réponses justes et durables aux problématiques auxquelles nous faisons face. À travers des partenariats avec des institutions comme l'IRD, notre campus ici, Sarah, présente à Paris, qui fait partie de notre département de la recherche, mène des travaux avec des acteurs clés du monde de la recherche, de l'innovation, du développement. Je peux donner à titre d'exemple le travail que nous faisons dans le cadre du Fonds pour l'innovation et le développement, où nous sommes à plus de 33 millions de projets d'accompagner pour des jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement financier, de recherche-action, de recherche-développement. Nous avons aussi le SIBC, certains lauréats sont là, dans la salle, nous en parlerons tout à l'heure, qui permet de mettre au cœur de nos activités la jeunesse, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont accompagnés, incubés en présentiel et en distanciel, avec des networking, avec des ressources financières, avec des coachs dédiés pour pouvoir mettre en œuvre le projet d'initiative entrepreneuriale. Un dernier exemple, un programme que je co-dirige avec la BPI France qui s'appelle Choose Africa 2, qui est la continuation du premier volet de l'AFD à travers sa filiale Proparco, la filiale qui s'occupe du secteur privé, qui de 2018 à 2022, a mis en place plus de 4 milliards d'euros pour accompagner des entrepreneurs africains à travers des crédits allant de 30 000 euros jusqu'à 3 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire plus en descendant avec des tickets plus adaptés aux besoins des startups et des TPME africaines. Et c'est pour cela qu'avec ce deuxième volet d'appui aux initiatives entrepreneuriales locales à travers les banques publiques de développement, les banques publiques d'investissement, les agences pour l'accompagnement des PME, de l'innovation, de la recherche, des startups, nous mettons en place des outils de dons
de garantie, de prise de participation et d'accompagnement de l'écosystème pour leur permettre de passer à l'échelle et créer des entreprises, des startups durables. Et enfin, notre filiale Expertise France qui s'occupe de l'accompagnement, du renforcement des capacités des acteurs qui nous font la demande, est là aussi pour appuyer les États les collectivités, le secteur privé à mettre en place les outils qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Donc c'est un combo pour le groupe et en partenariat avec l'IRD, mais d'autres acteurs avec qui nous travaillons. Thierry d'Almeida, comment ça se passe pour vous à Semecity? Comment ces défis se présentent à vous à Semecity? Merci beaucoup. Je vais commencer par peut-être présenter Semecity en quelques mots. Semecity, c'est la cité internationale de l'innovation et du savoir au Bénin. Et c'est un projet qui traduit la détermination de l'État béninois à construire la croissance économique sur des fondements solides que sont le savoir et le développement du capital humain. Nous croyons qu'au-delà de la croissance économique, ce qui est vraiment important, c'est de permettre à cette jeunesse africaine qui a un potentiel énorme d'exprimer sa créativité et son potentiel. Aujourd'hui, il y a plus de 20 millions de jeunes Africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail et moins de 2 millions d'entre eux trouvent un emploi formel. Ça veut dire qu'il y a une perte très importante en ligne et cette perte importante pénalise grandement le développement de nos pays, de nos écosystèmes. Le Bénin, vous savez, c'est un petit pays par la taille, c'est 113 000 km² à peu près, 12 millions d'habitants, mais une situation stratégique très importante, puisque juste à côté, nous avons le puissant voisin qui est le Nigeria, avec plus de 220 millions d'habitants, et qui pousse mécaniquement, démographiquement, donc vers le Bénin. Donc, nous devons élaborer des stratégies qui sont des stratégies régionales, et c'est pour cela que le projet Semecity vise à établir un pôle régional d'enseignement, d'établissement d'enseignement supérieur et de formation technique et professionnelle. Et ce pôle régional est ouvert en fait à toute l'Afrique. Et les premiers projets, puisqu'on a déjà le premier campus à Cotonou qui fait plus de 7000 m², il faut savoir que le campus est en construction à Ouida. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Bénin. Ouida, c'est à l'ouest de Cotonou, une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Cotonou, en allant vers le Togo. Et c'est une ville chargée d'histoire, hein, puisqu'on ne la présente plus. C'est une ville qui a joué un rôle essentiel dans le commerce triangulaire et qui aujourd'hui connaît une renaissance à travers l'établissement de ce campus, de cette écocité, sur 336 hectares, dont 172 seront viabilisés dans la première phase du projet et construits. Voilà. En quelques mots, Semecity, c'est 3 choses. C'est la formation, c'est la recherche et c'est l'entrepreneuriat. Avec, entre ces 3 composantes, des passerelles solides de manière à faire un continuum qui permette à l'une et l'autre de ces composantes de se nourrir l'une de l'autre. Voilà. Pascal Asselin, un duo de morpho, comment se présentent les défis au niveau de la co-innovation, du co-développement et de la relation avec l'Afrique? Donc avec Morpho, on a démarré par une collaboration avec l'IRD. Donc nous, ce qui était génial, c'est qu'on avait cette idée, en tant qu'entrepreneur et en tant que société, de vouloir déployer ce projet sur le terrain, se dire qu'on va restaurer des millions d'hectares d'écosystèmes forestiers qui se veulent résilients, parce qu'on est quand même dans des contextes de changement climatique assez importants et assez rapides. Donc comment est-ce qu'on fait pour déployer ces projets en étant non seulement très opérationnel, c'est-à-dire de se déployer sur le terrain, mais en même temps en voulant des projets qui soient cohérents, qui prennent en compte les écosystèmes en place, qui ont été dégradés, et en ayant donc un axe scientifique très fort qui non seulement donne de la crédibilité quand on vient parler à des acteurs et des partenaires, mais qui permettent aussi de dire cet écosystème, on peut effectivement l'envisager et se dire qu'il sera toujours là dans 100 ans, dans 200 ans, idéalement dans 500 ans. Donc nous, c'est vraiment par ce biais-là qu'on est parti, par l'aspect scientifique, en se disant que toutes les connaissances qui avaient déjà pu être engrangées, notamment par l'IRD, avec les gens avec qui on a travaillé,
qui avait cette expérience sur nos sujets, donc de restauration d'écosystèmes forestiers, de sols extrêmement dégradés, comment est-ce qu'on remet une forêt sur un sol qui a été dégradé. C'est pas si évident, puisque la nature ne perd plus elle-même. Donc ça a été, on va dire, la première difficulté qu'on a adressée, en se disant que c'est par là qu'on prenait le sujet. Et puis après, une fois qu'on a une première solution, on veut la déployer. Et donc là, il y a beaucoup d'étapes qui viennent s'ajouter, puisque de là, on avait créé une première capsule dans laquelle on met des graines, des nutriments, des champignons, les bactéries, qui permettent en fait de simplement déposer cette capsule et s'imaginer qu'il y a un plant qui va pousser après. Mais donc ça, on vient les larguer avec des drones, donc il faut inventer le drone et le système qui va permettre de le disperser avec précision et rapidité, puisque c'est l'idée de passer à l'échelle ces opérations. Aujourd'hui, on est sur un rythme de 5 millions d'hectares qui sont restaurés par an. On devrait plutôt être sur un rythme de 100 millions d'hectares. Donc il y a vraiment des ordres de grandeur qui ne sont pas les bons et qu'on essaie justement par nos méthodes de venir compenser. Et donc après, dans les développements, avoir des partenaires nous, comme l'IRD quand on veut se déployer sur des projets, et on peut prendre l'exemple du projet de la Muraille Verte, qui est un projet duquel on parle depuis longtemps, qui est un projet gigantesque, extrêmement ambitieux, mais sur lequel par des partenariats comme ça, on peut envisager de positionner et de le rendre réel. Donc c'est vraiment par tous ces biais-là qu'on essaie d'attaquer le sujet, mais ça crée pas mal de complexité, mais c'est ce qui fait aussi la richesse du projet. Madame Verdier, quelles sont, selon vous, les stratégies à mettre en place pour saisir les opportunités? Les opportunités. Je parle de la innovation et du co-développement. Je remercie mes collègues qui ont cité l'IRD. On travaille aussi très étroitement avec Semicity, mais c'est vrai que l'exemple que tu viens de prendre est très symbolique de la façon dont l'IRD co-construit ses projets. J'insiste beaucoup sur le temps long et sur la confiance, sur un partenariat équitable. Et équitable, ça veut dire juste, ça veut dire qui va aussi dans les deux sens, qui est réciproque. Donc la question, c'était comment... Les stratégies pour saisir les opportunités. Les opportunités de co-innovation et de co-développement. Elle passe toujours en fait par d'abord un travail de co-construction, de problèmes. Quels sont les problèmes que se posent vraiment les utilisateurs? Et ça, on le voit très bien aussi dans nos collaborations avec l'AFD. On part toujours du terrain. Alors comment on part du terrain? C'est ça la question aussi. C'est des comités de pilotage qu'on a mis en place au sein de l'IRD, de nos 35 représentations dans le monde, essentiellement dans la région intertropicale et méditerranéenne. Donc on part de concret, on part de réunions avec nos collaborateurs, avec nos partenaires. Donc on pose les problèmes. Il y a aussi les comités locaux de développement, ce qui est important puisque le gouvernement français l'a mis en place il y a assez peu de temps au sein des ambassades. Là aussi, ce sont des espaces de rencontres, d'échanges qui permettent de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on veut construire. Après, l'innovation, c'est sur du temps long. C'est aussi beaucoup d'interdisciplinarité, c'est des multi-acteurs autour de la table, et donc c'est ce que moi j'appelle aussi la science de la durabilité. C'est ensemble, de manière, comme je l'ai dit, d'une vision très interdisciplinaire du problème qui est posé, qu'on va construire ensemble ces chemins qui nous mènent vers l'innovation. Alors, un exemple très concret, par exemple la filière Filinoc qu'on a développée au Sénégal, et ça c'est une co-construction, un partenariat sur plus de 20 ans, où on a co-construit ensemble des solutions pour apporter par exemple des inoculums à l'agriculture, pour enrichir en fait les sols, pour faire en sorte qu'on ait des semis qui soient plus performants. Et donc ça, ce sont des filières qui vont construire derrière de l'innovation et qui vont permettre de développer des petites entreprises qui vont justement permettre de mieux, d'apporter un plus à l'agriculteur, aux agricultrices sur le terrain. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, voilà, c'est la manière en tout cas de le faire qui est importante aussi. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, je vais me tourner vers Papa Madoussar. Alors, j'insiste beaucoup sur la co-innovation et le co-développement, parce que je pense que c'est vraiment le nouvel axe à travers lequel, je pense, la France, l'Europe et l'Afrique souhaitent travailler, y compris dans le domaine de la recherche et du développement. Et comment ça se passe dans les relations avec les Africains? Les interlocuteurs sont privés, publics? Comment vous repérez les opportunités? C'est eux qui les présentent? C'est vous qui les accompagnez? Comment ça se passe? Vous avez dit c'est dans la co-construction. Aujourd'hui,
comme je le disais tantôt, nous recevons des requêtes de la part des acteurs avec qui nous intervenons. Les gouvernements, à travers les prêts souverains, le secteur privé local, à travers des demandes de prêts avec notre filiale Proparco, et des demandes en accompagnement, en expertise à travers notre filiale Expertise France. L'Afrique compte pour plus de 50% à peu près de nos opérations qui tournent autour de 12,5 milliards d'euros par an. Et 50% aussi de ces activités sont faites souvent en co-création. Dans le cadre de la recherche, par exemple, les équipes travaillent avec des institutions de recherche locales à Johannesburg, à Dakar, à Casa, etc., en relation souvent avec l'IRD, mais d'autres partenaires du monde de la recherche française, des CIRAD et aussi des universités. Par exemple, un partenariat qu'on a avec l'Université de Clermont-Ferrand pour accompagner les fonctionnaires des ministères des Finances, des banques centrales, pour accompagner ces acteurs pour la mise en œuvre de politiques publiques en matière de finances publiques, etc., etc. On est toujours dans la co-création, dans la co-construction, dans la mesure où la plupart des projets que nous accompagnons sont originaires des pays, des PME, des entrepreneurs, de la société civile, des pays africains où nous intervenons. Il n'y a pas d'imposition. On travaille avec eux, souvent avec Expertise France et d'autres acteurs pour définir le programme, le projet. Souvent, quand c'est en phase d'idée, nous faisons intervenir des consultants, des experts externes pour faire des études de faisabilité, évaluer ex ante pour voir la faisabilité du projet, le coût du projet, et puis après, définir ensemble avec les acteurs locaux. Et on met beaucoup d'accent sur l'expertise locale, avec Expertise France qui, dans ses ETI sur place, recrute beaucoup localement, ou la coopération sud-sud pour faire venir des Sénégalais à Cotonou ou des Béninois à Lomé, etc., pour pouvoir mettre en place ces projets. Donc la co-construction, le co-développement, la co-innovation, la valorisation des savoirs locaux et des initiatives locales est essentielle pour réussir nos projets. Bien sûr. Merci beaucoup. Thierry Dalméda, vous êtes sur le terrain en Afrique. Donc ça veut dire que tous les mots que nous venons d'utiliser sont des mots que vous entendez. Comment concrètement ça se passe sur le terrain? Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la formation et la recherche. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, mon collègue parlait de muraille verte. La muraille verte, il ne suffit pas que de décréter qu'on va faire une muraille verte. Encore faut-il que ça soit accompagné par de la recherche. Et la recherche est au cœur de nos préoccupations à CMS City, puisque précisément sur ce thème, on développe aujourd'hui, grâce à des techniques de spectroscopie, de fluorescence, etc., on développe des plantes qui présentent disons, la capacité à être plus résistantes aux environnements extrêmes. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très concret. C'est un des axes de la recherche à CMS City. On travaille beaucoup sur les problématiques liées à l'énergie, puisque l'accès à l'énergie est véritablement essentiel pour le développement. On travaille beaucoup sur les choses qui sont liées à l'assainissement des eaux, la gestion de l'eau, la gestion des ressources, des déchets, etc. Et nous avons pour cela un outil, qui est un outil puissant, qui est assez innovant dans le domaine. C'est une plateforme de recherche pour laquelle d'ailleurs on a la collaboration de l'IRD, ça s'appelle X-Tech Lab. C'est une plateforme qui aujourd'hui a permis de former plus d'une centaine de chercheurs de plusieurs pays d'Afrique avec des sessions de formation régulières. C'est une plateforme collaborative de recherche et d'expérimentation et aussi de formation. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les sujets de recherche sont directement aux prises avec les priorités de nos pays, on a une demande qui est très forte, puisque des gens viennent suivre ces formations et développer ces programmes de recherche, pas seulement des pays voisins, puisqu'on a des gens qui viennent du Zimbabwe, du Kenya, de l'Éthiopie, etc. Et même pour la première fois, depuis l'année dernière, on a des apprenants qui viennent de l'Inde, de la Jamaïque. Donc c'est pour vous dire la pertinence en fait des programmes que nous développons. Et cela se fait en collaboration, puisque en fait nous nous inspirons des bonnes pratiques à travers le monde, et en particulier de l'écosystème français. Nous avons
comme partenaires l'ENS Paris-Saclay, Sorbonne Université, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, le groupe des écoles centrales, etc. Nous avons un des axes très importants concerne les matériaux et la durabilité. Et pour cela, l'aide de l'IRD est très précieuse puisque depuis 2 ans, nous organisons une école d'été. On peut appeler ça autrement en Afrique puisque l'été, en fait, c'est pas trop pertinent, mais disons une école summer school, pour reprendre les choses, et où l'IRD nous apporte son expertise pour élaborer des matériaux innovants, pour répondre aux défis de la construction, etc., puisque l'utilisation du béton de manière irrationnelle est une aberration chez nous. Donc voilà vraiment les sujets sur lesquels nous travaillons concrètement, de manière collaborative et avec comme souci la durabilité et bien entendu une gestion frugale des ressources. Alors, je rappelle que la thématique qui nous rassemble, c'est science et innovation, les jeunes acteurs du développement en Afrique. Ce qui me conduit à vous poser la question de savoir ce que vous faites, que faites-vous, que faire pour placer les jeunes au cœur de cette dynamique de co-construction, justement. Comment vous vous y prenez les uns les autres à vos différents postes. Je commence par Mme Verrier. Vous commencez toujours par moi. Mais si vous voulez, je commence par Papa Amadou. Je peux commencer par Papa Amadou qui dirigeait une structure. Voilà, mais c'est pas grave. Donc déjà, comme vous l'avez rappelé, les jeunes en Afrique, ça représente 25% dans le monde. Hein, et en 2050, ça, 35% de la jeunesse sera africaine. Donc c'est là où il faut investir. C'est ce que fait l'IRD depuis de nombreuses années à travers différents modes. Tout d'abord, la formation des doctorants. Donc on a mis en place un certain nombre d'appuis, je dirais, et un particulièrement intéressant, c'est celui en fait qui permet aux jeunes de faire des allers-retours entre leur pays d'origine et la France, les laboratoires, mais aussi on favorise, comme ça a été dit, les mobilités sud-sud entre laboratoires sur lesquels nous co-investissons en Afrique. Donc ça c'est une première chose. Pour donner un chiffre, on a formé 900 doctorants en Afrique sur les dernières années, mais c'est un réseau de doctorants de plusieurs milliers depuis toutes ces années où l'IRD travaille en Afrique. Donc c'est un réseau sur lequel il faut qu'on capitalise mieux, et donc on lancera, et j'espère qu'on pourra l'annoncer l'année prochaine, au prochain Emerging Valley, un réseau d'alumni de nos doctorants. C'est pas que les doctorants, hein, on commence aussi avec, on fait des clubs jeunes, donc des jeunes lycéens, avec lesquels on travaille sur des sujets qui leur sont prioritaires, par exemple sur l'eau, sur la biodiversité, sur comment transformer un paysage pour le rendre, je dirais, plus équilibré. Donc ça porte dans différents domaines. Le domaine de la santé, par exemple, où on est très présent aussi, inciter les jeunes à penser mieux comment réagir face à telle ou telle maladie. Donc ça, c'est un premier investissement. On investit aussi dans des programmes de formation, ce qu'on appelle les programmes structurants de formation. Donc là aussi, c'est un accompagnement sur des sujets qui sont ciblés, et sur des sujets prioritaires pour nos partenaires et pour l'IRD. Donc sur le grand défi du climat, par exemple, on produit un certain nombre de parcours de formation. C'est aussi des MOOC, hein, on développe aussi un certain nombre de contenus pédagogiques pour les jeunes. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres. Je ne vais pas décliner là, tout ce qu'on peut faire pour les jeunes. Mais en tout cas, c'est une des priorités que moi j'avais fixées quand j'ai pris la tête de l'IRD il y a maintenant 4 ans. C'est vraiment qu'on investisse sur ces jeunes. C'est eux qui sont porteurs de solutions. C'est ce qu'on sans doute va entendre tout à l'heure avec les trophées de l'innovation qu'on a lancés pour la première année, et qui portent justement sur mettre vraiment en évidence le talent qu'ont ces jeunes créatifs, innovants. Voilà. Merci beaucoup. Papa Amadou Sarr, le volet jeune dans la coopération dans le domaine de la recherche, du développement, de l'innovation, de l'AFD, comment ça se passe? Et comme tu disais tout à l'heure, par rapport à l'expérience que j'ai eue au Sénégal, c'est accompagner les entrepreneurs jeunes pour leur permettre d'avoir
des ressources financières, de la donner. Je précise que vous pouvez bien préciser que vous avez été ministre au Sénégal, que vous avez dirigé donc l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Donc ça veut dire que vous avez vraiment été au cœur du sujet. Et que donc nous vous écoutons avec beaucoup d'attention justement pour ça aussi. Après j'ai été viré, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est... Bon, fameux discours que j'ai tenu le 8 mars. Alors, justement, ce qui nous motivait à travers cette initiative du président de la République, c'était accompagner les jeunes et femmes entrepreneurs sur l'ensemble du territoire national en leur donnant des ressources financières, en leur mettant à disposition des espaces d'incubation, d'accélération, en partenariat d'ailleurs avec l'IRD Bondinov, dans les locaux, un espace d'incubation, et d'autres partenaires. Et l'Agence française de développement, justement, nous a retrouvés 2 ans plus tard pour nous accompagner avec près de 20 millions d'euros, avec la Banque africaine de développement aussi 150 millions d'euros, plusieurs des institutions qui ont accompagné justement la prise en compte de la question de la jeunesse. Mon collègue du Bénin l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes dans une zone géographique, la CEDEAO, où plus de 70% de la population est jeune, à moins de 18 ans. Les jeunes entre 18 et 35 ans font plus de 70% de la population, mais qui ont besoin d'accompagnement, de financement. Et comme il disait tout à l'heure, 20 millions de jeunes Africains sortent des universités sans emploi, donc il faut mettre en place des outils adaptés pour les aider à avoir des projets entrepreneuriaux, à créer de l'emploi, à créer de la richesse et à créer de l'emploi. Ça, nous l'avons fait au bout de 4 ans, en accompagnant plus de 200 000 entrepreneurs à avoir accès à des financements allant de 5 000 à 300 000 euros. Ça, premièrement. Deuxièmement, pour répondre concrètement à votre question aussi, au sein du groupe Agence française de développement, à travers les partenariats que nous avons avec les États, nous mettons en avant la question de la jeunesse. Le programme que je dirige, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Choose Africa, en relation avec BPI, Expertise France et Proparco, nous mettons au cœur de nos préoccupations les projets de ces jeunes entrepreneurs, à travers aussi notre filiale Digital Africa qui accompagne les startups africaines. On a parlé des CBC tout à l'heure, qui est là, et toujours en mettant en avant, 1, l'innovation, 2, les projets qui peuvent être passés à l'échelle, et 3, les projets qui vont, comme le disent les startups, avoir rapidement le product market fit et avoir la possibilité de passer à l'échelle, de vendre les produits et pouvoir obtenir des financements de relais pour pouvoir faire plus et créer plus d'emplois et de valeur. Donc nous mettons l'accent sur ces projets à travers les programmes, comme je le disais tout à l'heure, que nous demande le gouvernement de mettre en place, parce qu'aujourd'hui, nous, on est demand-driven sur la base de la demande des gouvernements, des collectivités locales, et que nous accompagnons ces pays à mettre en place ces projets. Mais la question de la jeunesse est essentielle dans nos planifications, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 70% de la population de ce continent est jeune. Merci beaucoup. Thierry Dalmeda, comment vous approchez cette question? Comment vous la vivez? Comment se passe la formation, les approches, la coopération? Alors, nous, on est convaincus d'une chose, c'est que cette question de la jeunesse est soit une formidable chance pour l'Afrique et pour le monde entier, soit une bombe à retardement. C'est-à-dire que si nous n'investissons pas dans le capital humain, pour doter cette jeunesse des compétences dont elle a besoin pour s'exprimer, ça va être, vous pouvez construire tous les murs que vous voudrez en Europe ou ailleurs, ça n'empêchera pas les gens de traverser la Méditerranée. Et nous, on aimerait garder ces talents en Afrique, on aimerait les garder. Et c'est pour cela, justement, que nous y travaillons. Nous créons donc des formations, nous mettons en œuvre des programmes qui permettent de fixer ces talents, parce que ce potentiel-là, nous en avons besoin en Afrique, on veut les garder. On ne tient pas à ce qu'ils partent. Et donc, aidez-nous à les garder chez nous, et puis ça sera bien pour tout le monde comme ça. La jeunesse en Afrique, c'est, Papa Amadou Sarr vient de le rappeler, 65% de la population au Bénin a moins de 25 ans. Voilà. Donc ça, il faut vraiment être conscient de ces chiffres-là et savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique a un potentiel qui n'est pas encore développé. Selon la Banque mondiale, il nous faudrait former plus de 400 000 ingénieurs par an sur les 10 prochaines années, ne serait-ce que pour
ne pas aggraver le retard de l'Afrique par rapport au reste du monde. Et aujourd'hui, au Bénin, donc ramener à la population du Bénin, il faudrait en fait que nous puissions former 8000 ingénieurs par an dans ce pays-là où aujourd'hui on n'en forme que 200. Voilà, 200, 300 par an. Donc vous pouvez mesurer en fait la marge de manœuvre, de progression que nous avons à remplir et les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc aujourd'hui, nous mettons au centre de nos préoccupations la formation des jeunes. On veut les occuper. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc nous faisons tout pour que cette jeunesse-là soit occupée à travers justement des formations qui leur permettent justement d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. C'est notre préoccupation et c'est la raison d'être du projet CMS City. Employabilité des jeunes et épanouissement des jeunes, on n'en parle pas assez. C'est un mot très important. Il faut qu'on soit à la fois occupé et épanoui. Voilà. Ok. Merci. Mais je vais poser la question à Pascal Asselin et je voulais savoir, mais avant ça, je vais demander à Samir parce que je ne comprends pas très bien. On a monsieur le ministre dans l'oreillette. C'est ça. C'est que, apparemment, monsieur le ministre Touré serait connecté. Et je vais juste demander, mon cher Malik, si nous arrivons à la voir, de lui poser une question. Parce qu'il aimerait intervenir sur cette table ronde. Ok. Mais bon, pour le moment, visiblement, il n'est pas encore là. Bon, le temps qu'il arrive, donc nous allons nous tourner vers Pascal Asselin et je vais lui demander comment vous avez une structure, vous travaillez sur le continent africain, comment vous travaillez avec les Africains, est-ce que vous avez des partenaires africains, comment ça se passe, vos interlocuteurs pour faire la mission que vous vous êtes fixée, comment ça se passe concrètement? Quand on se déploie sur un nouveau territoire, parce que du coup on a démarré en Guyane française, puis on s'est déployé au Gabon, puis maintenant on se déploie aussi beaucoup au Brésil, on a une stratégie effectivement d'implantation locale qui est très importante. D'abord pour que notre méthode et nos technologies soient validées par les autorités locales référentes. Donc ça c'est la première étape. La deuxième c'est d'avoir des réseaux locaux, puisque quand on vient reforester, restaurer un écosystème forestier, on a besoin de semences. Et comme on plante énormément de biodiversité, entre 10 et 50 espèces par projet, c'est de la biodiversité qu'on ne retrouve pas au supermarché. Et donc on est obligé de faire de collecter des semences dans la forêt et donc de constituer des réseaux de collecteurs quand ils sont pas mis en place. Et donc c'est au Gabon, c'est quelque chose qu'on a fait en arrivant, donc en collaborant avec des ONG locales, qui le faisaient à plus ou moins grande échelle, mais en tout cas en apportant un besoin, en apportant des projets, on vient constituer et agrandir ces réseaux déjà en place. Et puis de toute façon, on vient collaborer avec des entreprises qui ont ce besoin de restauration ou avec des ONG qui avaient déjà cette connaissance locale, que ce soit dans la préparation des sols, que ce soit même dans de la reforestation ou dans le suivi. Il y a vraiment à chaque étape une collaboration locale qui est extrêmement forte et importante pour nous, non seulement pour une implantation qui est saine sur les territoires, mais aussi parce que c'est des gens qui connaissent beaucoup mieux les territoires que nous, en tout cas dans un premier temps. Et l'idée, c'est qu'on puisse continuer dans la durée ces collaborations. Et c'est un point que Valérie soulignait, le temps long. Le temps, effectivement, il est long, non pas parce qu'on le veut long, mais parce qu'il est incompressible et qu'on parle de nature. Donc c'est des forêts qui mettent du temps à pousser. Et donc, il y a une citation que j'aime bien qui dit que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et donc effectivement, quand on parle de nature, il y a ce temps qu'il va falloir suivre et écouter, encore plus quand on parle de nature et c'est pas des forêts qu'on vient arroser. Donc il y a vraiment une collaboration étroite qui se fait avec la nature et du coup avec les acteurs locaux aussi, qui est essentielle. Alors le ministre, il est en ligne ou pas? Alors s'il n'est pas en ligne, nous allons... Donc il va intervenir au moment où on parle, où on va parler des perspectives. Parce que la question que je vais vous demander maintenant, c'est comment voyez-vous l'avenir, les perspectives de la recherche-développement dans cette logique de co-innovation et de co-développement entre l'Europe et l'Afrique? Alors cette fois-ci, je vais commencer par Thierry d'Almeida. Voilà, comme ça au moins ça va. Merci. On va renverser le jeu, comme on dit. Alors, les perspectives. Nous construisons donc au Bénin, nous montons des centres d'excellence en matière de recherche, parce que, comme je vous l'ai dit, on veut aussi mettre un terme, ou en tout cas freiner un phénomène dont souffre beaucoup le continent africain, c'est la fuite des cerveaux. Donc, nous essayons finalement d'offrir sur place des formations d'excellence avec les meilleurs acteurs
du monde de la formation et de la recherche, du monde entier. Donc, je vous en ai cité quelques-uns. Et nous créons donc des formations d'excellence pour pouvoir éviter, permettre aux jeunes qui normalement seraient allés à Paris, Londres, New York, etc., de rester chez eux pour suivre des formations compétitives qui soient au même niveau, aux standards internationaux, et qui leur permettent d'avoir une formation d'excellence sur place. Donc ça, c'est une première chose très importante. Est-ce qu'autour de CMS-City, il y a un écosystème qui permet justement à ces personnes qui sont formées de manière extrêmement pointue de pouvoir travailler sur place plutôt que de partir? Parce que la formation, c'est une chose, mais souvent le problème qui se pose, c'est l'écosystème derrière. C'est-à-dire que les gens sont formés, mais après, il n'y a pas d'entreprise pour les employer. Absolument. Alors, déjà, il ne faut pas raisonner au niveau de nos petites nations. Donc, il y a une démarche régionale, oui. Balkanisées et de taille qui ne forment pas une masse critique pour l'emploi. Et donc, aujourd'hui, le marché de l'emploi en Afrique est assez ouvert. Oui. Nous avons des jeunes qui vont travailler en Afrique du Sud. On a formé les formations dans le numérique. Les jeunes ne chôment pas. Hein. Dès qu'ils finissent, ils travaillent dans le monde, d'ailleurs dans un monde globalisé, puisqu'on a des jeunes qui sont à Cotonou et qui travaillent pour des entreprises au Canada. Dans le domaine du numérique, la chose est possible. Donc, nous allons véritablement dans un nouveau paradigme où, dans ce monde global où nous sommes, en fait, il y a de l'emploi partout, d'abord en Afrique en priorité, puisque nous voulons que la jeunesse africaine reste en Afrique pour développer le formidable potentiel de ce continent, qui, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, est probablement le plus riche en ressources humaines et celui où il y a le plus de choses à faire. Moi, j'ai vécu toute ma vie ici, je suis reparti en Afrique et le potentiel que je vois en Afrique est quelque chose que je ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Donc, il y a de la place pour se développer, il y a de la place pour former, et il y a de la place pour être employé, y compris pour s'auto-employer. Puisque une des spécificités de CMS-City, c'est que tous nos programmes de formation ont un socle commun de compétences, de développement de compétences entrepreneuriales. Voilà. Et ça, c'est très important. Entre la formation, la recherche et l'entrepreneuriat, nous essayons de construire une sorte de continuum qui permette vraiment à l'entrepreneuriat de se nourrir des résultats de la recherche, mais aussi de la formation. Une chose très importante que je tiens à signaler, c'est qu'il y a de formidables idées en Afrique. Les chercheurs africains ne sont pas moins bons qu'ailleurs. Le problème, c'est que souvent, il manque de ressources. Et souvent, les idées en Afrique restent dans les tiroirs. C'est très difficile d'accompagner la maturation de concepts en Afrique qui sont des concepts très prometteurs. Et ce que nous essayons de faire, c'est de construire les dispositifs qui permettent à nos chercheurs de franchir ce que j'appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire entre la preuve de concept et le prototype. Très souvent, beaucoup de chercheurs sont dans l'impossibilité de franchir cette étape-là parce que les dispositifs n'existent pas. Et une des priorités que nous avons à CMS-City, c'est de construire des dispositifs solides de maturation où nous faisons intervenir des gens qui sont au bout de la chaîne, c'est-à-dire des utilisateurs ou des entrepreneurs qui très tôt, par leurs inputs, peuvent orienter la qualité et l'itinéraire de la recherche qui est menée. Ça, c'est très important et c'est une approche innovante qui commence aujourd'hui à donner des résultats. Nous espérons que dans les années à venir, ça donnera encore plus de résultats et que beaucoup d'innovations pourront se nourrir de ce formidable potentiel et de ce vivier de chercheurs que nous avons sur le continent africain. C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que ça me conduit à vous demander comment ça se passe dans les rapports que CMS-City a, par exemple, avec l'Institut pour la propriété industrielle ou intellectuelle, etc. Parce que je crois qu'il y a aussi une question autour des brevets, etc. Absolument. C'est une question essentielle et épineuse parce que la question de la propriété intellectuelle est vraiment centrale. Aujourd'hui, nous avons monté une charte de copropriété intellectuelle qui fait que dès le début, en fait, la propriété intellectuelle est partagée entre les différents acteurs. Et ça, c'est très important. On ne l'a pas inventé, c'est quelque chose dont on s'est inspiré des bonnes pratiques qu'il y avait ici, notamment au commissariat à l'énergie atomique, à l'INRA, etc., où ces dispositifs fonctionnent. Donc, la propriété intellectuelle est centrale et nous essayons véritablement de la mettre en œuvre de façon équitable et juste
pour tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de création de valeur en ce qui concerne la recherche. Pascal Asselin, comment voyez-vous les perspectives dans votre domaine? Pascal Asselin. Oui. Non, vous allez conclure. Je pense qu'un premier point pour réagir à ce que Thierry vient de dire, c'est l'importance de faire travailler des chercheurs aussi avec des entrepreneurs. Et c'est de la collaboration qui peut donner de l'importance, parce que des chercheurs, il y a des idées géniales, mais qui s'arrêtent à cette preuve de concept, et il manque justement d'aller jusqu'au prototype et au déploiement sur un marché, parce que c'est des compétences qui sont extrêmement différentes. Et un entrepreneur sans chercheur, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Un chercheur sans entrepreneur, ça n'a aucun intérêt. Mais est-ce que cette idée pourra être déployée sur justement des grandes échelles, comme on parlait, ou en tout cas sur un grand public? Et ce passage, il est assez complexe, et je pense que c'est très important de venir le valoriser. En tout cas, nous, c'est ce qui, à notre sens, donne vraiment de la valeur à notre projet. Ça, c'est un peu le premier point. Après, en termes de perspective d'évolution, je pense qu'aujourd'hui, on voit énormément de potentiel sur on va dire, le marché sur lequel on se déploie, des terres dégradées qu'il va falloir restaurer parce qu'il y a souvent des contraintes réglementaires qui sont associées. Il peut y avoir aussi parfois des bonnes volontés d'acteurs économiques ou politiques, avec parfois des freins et des obstacles qui sont liés aussi à la bureaucratie, qui sont souvent très fortes. Donc c'est des éléments sur lesquels on a envie de pouvoir travailler, peut-être à un niveau peut-être plus politique, mais en tout cas de pouvoir accélérer ces processus de décision pour rendre les choses possibles et les faire dans des temps assez rapides, puisque encore une fois on est dans un contexte de changement climatique qui est quand même assez rapide, donc le plus vite on peut agir, le mieux ce sera, et ce serait bête que ce soit de la paperasse qui nous bloque pour le faire. Et donc après, nous, en termes de perspective, c'est continuer la recherche, approfondir tout ce qu'on fait en termes de biodiversité, de restauration des sols, qui sont extrêmement importants, puisqu'ils sont souvent très dégradés, comme je le disais, de pouvoir suivre ces projets de manière extrêmement précise pour savoir ce qui se passe en termes de biomasse, de biodiversité, et même en termes de stock de carbone que ces forêts vont pouvoir séquestrer. Donc les perspectives sont infinies, il va falloir choisir justement des premiers chevaux de bataille, mais voilà, c'est assez prometteur et assez excitant. Merci. Je vais demander à Papa Madou ça, parce que c'est Madame Verdier dans le programme qui doit conclure. Donc, comment voyez-vous l'avenir? Moi, je pense que Jerry l'a dit tout à l'heure. Je prendrai l'exemple de la migration clandestine irrégulière, tous ces jeunes qui viennent en Europe ou aux États-Unis, qui quittent le continent parce qu'il n'y a pas de débouché. Et alors que les potentialités économiques existent, on dit qu'en Afrique, 60% des terres arables sont sur le continent. L'Afrique peut nourrir le monde. Les potentialités du sous-sol, même si on prend en compte les questions environnementales, bien sûr, sont là. Il y a de plus en plus de jeunesse, cette jeunesse qui est bien formée, bien éduquée, avec les compétences qu'il faut pour pouvoir créer localement, transformer localement, produire localement pour créer de la valeur ajoutée et améliorer les conditions d'existence de vie des populations. Nous, au sein du groupe Agence française de développement, nous avons fait ce pari d'accompagner les États dans la définition de leur politique publique, de leur programme de développement en co-construction, en les aidant, en identifiant les problématiques, les projets, en les aidant à travers les innovations, le centre de recherche, je le dis encore une fois, le campus est là, les programmes que Sarah mène dans plusieurs pays sur le continent, en Europe, avec l'IRD et d'autres partenaires pour trouver des solutions durables à nos projets est essentiel. Aujourd'hui, c'est la question, j'en parlais tout à l'heure, le fonds d'innovation pour le développement avec Esther Duflo, prix Nobel de l'économie. L'idée, c'est de voir avec les centres de recherche, les étudiants, les universités, les idées, les projets qui ont besoin d'être accompagnés, d'être passés à l'échelle, de produire de la donnée, d'utiliser les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle est là pour pouvoir trouver des solutions durables à des problèmes de santé, d'éducation. L'AFD accompagne plusieurs pays, mon pays, le Sénégal et d'autres, sur la mise en place de supercalculateurs géants pour accompagner la recherche fondamentale
avec les universités, l'accompagnement des programmes de data center un peu partout sur le continent, l'appui à travers les entreprises de télécommunications à mettre en place la fibre optique pour faire venir la donnée, la 4-5G sur le continent, pour permettre aux universités, comme disait tout à l'heure Thierry, de pouvoir retenir les étudiants, les chercheurs sur place, c'est important. Pareil comme lui, on a fait le choix de retourner sur le continent, le Brain Gain. Moi, je suis retourné 7 ans, je suis revenu, je vais repartir, c'est sûr et certain. L'objectif, c'est de faire cet aller-retour entre l'Afrique et l'Europe pour permettre un co-développement harmonieux, parce que aussi bien nous, ici en Europe, qu'en Afrique, eux ont besoin de nous. Il faut qu'on continue cet accompagnement. Et je pense que Valérie va le dire, tout le travail que l'IRD fait dans les forêts tropicales, dans le Sahel. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais tout jeune, 10 ans, quand il y avait Orstom, je me rappelle, c'est l'IRD, et on allait voir les ingénieurs qui travaillaient sur les graines avec la société de développement du coton à l'époque, je ne me rappelle plus, chez Fitex, où il y avait des assistants techniques de l'Orstom à l'époque qui accompagnaient les ingénieurs agronomes à développer. Pareil dans l'agriculture aujourd'hui, que ce soit l'IRD, que ce soit l'USDA, les Américains, ils sont partout dans les forêts, au Bénin, au Sénégal, en Casamance, partout, pour accompagner la recherche agronomique, améliorer les graines, améliorer les semences, les rendements, pour pouvoir nourrir le continent, et aussi dans la recherche, la santé, etc., etc. Je pense que la co-construction, elle est inévitable. Sinon, comme le disait Thierry, ils vont venir ici. Merci beaucoup, Papa Madoussa. Valérie Verdier, est-ce que vous pouvez nous donner, en guise de conclusion, des éléments de perspective, mais aussi comment qualifierez-vous le chantier qui reste à construire? Alors, je vais être très optimiste comme mes collègues. Je pense que devant nous, on a encore beaucoup de défis. Celui, comme l'a dit Thierry, comme tu viens de le dire, de retenir tous ces jeunes qui portent vraiment des idées très innovantes, des projets fabuleux pour l'avenir. Donc, comme je l'ai dit, l'IRD investit depuis longtemps sur une formation qui est ancrée dans les pays, ancrée dans les territoires. Donc ça, il faut continuer, il faut l'amplifier. Ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'on investisse dans la recherche, il faut qu'on investisse dans les laboratoires, il faut qu'on ait des laboratoires performants, bien équipés, et dans certains pays, ça manque encore. Et je plaide beaucoup aussi pour qu'on voit plus d'agences nationales de recherche se mettre en place. C'est encore très embryonnaire dans certains pays. Dans d'autres, comme l'Afrique du Sud, c'est déjà très développé. Il y a vraiment des moyens où les chercheurs peuvent aller chercher des financements pour financer la recherche, et qui dit recherche dit sur le temps long de l'innovation. Donc il y a encore beaucoup d'investissements à faire. Alors il y a quelque chose qu'on a fait avec l'IRD, qu'on a porté au niveau de l'Europe, qui s'appelle le projet Arise, et qui est un projet où on a réussi à dégager 25 millions d'euros sur 3 ans, et ce qui permet à des jeunes chercheurs, je crois qu'ils sont au nombre de 40, qui bénéficient d'un financement de 500 000 euros sur 3 ans pour conduire justement ces projets de recherche. Et ça, il faut qu'on le porte tous collectivement au niveau de l'Union européenne pour qu'on continue de financer ce type de support qui est absolument essentiel pour la recherche en Afrique. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit, notamment par Thierry. Je pense qu'on est jumeaux. Ce que vous faites à Semicity reflète tout à fait ce que l'IRD fait depuis de très nombreuses années sur le continent africain, et qu'on continuera de faire. En tout cas, moi, tant que je serai à la tête de l'IRD, que je continuerai de porter, parce que moi, comme vous, j'ai commencé en fait, j'ai commencé sur le terrain en Afrique il y a maintenant un certain nombre d'années. Et je continue avec très grand plaisir de faire ces allers-retours entre le continent et ici. Et je voudrais aussi peut-être juste dire, on ne le fait pas seul, on le fait avec beaucoup d'acteurs, l'AFD, bien sûr Semicity, avec vous, avec le secteur privé, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les universités qui sont avec nous, notamment l'AMU ici, à Aix-Marseille Université, et qui vraiment portent avec nous ces projets de formation qui accueillent et qui favorisent ces mobilités dans les deux sens. Je plaide aussi beaucoup pour que nos gouvernements nous aident dans la mobilité. Ça, c'est extrêmement important, surtout en des temps en ce moment un petit peu tendus dans certaines régions d'Afrique. Il faut absolument que nos jeunes, ils obtiennent leur visa et qu'ils puissent venir et faire des allers-retours avec la France. Merci beaucoup.
je vais rajouter un mot à ce que Valérie disait, un message politique aussi. Je suis très content de voir le professeur Koïta du Mali qui est là avec nous, qui était au trophée hier, qui est venu, qui a eu le visa. Il y avait des candidats burkinabés qui sont là. Je sais qu'il y a quelques difficultés avec le Sahel, mais quand je vois ces jeunes chercheurs, entrepreneurs, professeurs qui quittent le Mali, le Niger, le Burkina pour venir en France, je leur dis bravo et félicitations. L'AUF avec qui l'AFD travaille pour accompagner les universités francophones, avec qui nous avons un partenariat fort aussi avec l'université Senghor. Merci à ces partenaires et qui met en place des centres d'employabilité que nous accompagnons. Voilà. Et tout le travail que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu Isabelle Bebert de BPI entrer dans le cadre de l'entrepreneuriat. On le fait avec eux pour accompagner, dans le cadre de Choose Africa, les entrepreneurs africains. Voilà. Merci. Merci. Madame, messieurs, merci. Je pense que nous passons à la remise des trophées de l'innovation. Restez juste pour la photo de famille. On va juste, vous allez faire une belle photo de famille avec la photographe. Et ensuite... Non, debout, mettez-vous devant.